Auditoire de bien vouloir se réinstaller et permettre à nos intervenants de la seconde table ronde de prendre place pour poursuivre l'élan de la première table ronde extrêmement passionnante avec de très beaux échanges. Et on remercie à la fois les présentateurs et puis chacun de vous pour ces questions vraiment intéressantes. Alors la deuxième table ronde va être consacrée au débat sur les questions de gouvernance locale, mais dans les contextes de résilience. Et pour cela, je vais laisser la main à Philippe Jean-Pierre, enseignant-chercheur, professeur des universités de l'île de la Réunion, qui va prendre la main sur cette table ronde. Et on commencera par la petite vidéo introductive qui pose peut-être un peu les questions principales abordées aujourd'hui. Merci Céline. Écoutez, je vous renouvelle donc mes... La gestion des risques en 2 minutes. La gestion des risques, c'est quoi ? La gestion des risques est un processus qui vise à identifier et évaluer les menaces auxquelles une organisation est exposée en vue d'élaborer un plan pour les éviter ou en réduire l'impact. À l'échelle territoriale, la gestion des risques s'inscrit dans le cadre des stratégies de résilience, c'est-à-dire de la capacité d'un territoire à retrouver une trajectoire d'évolution stable après un choc externe défavorable. Les territoires sont en effet exposés à de nombreux types de risques. Leur connaissance, puis l'adoption de stratégies de prévention, d'anticipation et d'adaptation constituent donc des enjeux forts. La gestion des risques, pourquoi ? La gestion des risques a pour objectif final la protection des populations, des infrastructures et des biens, ainsi que de l'environnement. Plusieurs objectifs intermédiaires peuvent être définis. L'évolution de la planification urbaine et de l'aménagement du territoire, la sécurisation des infrastructures essentielles, l'impact sur les comportements individuels et collectifs. L'enjeu est de diminuer le niveau de vulnérabilité du territoire. La gestion des risques, comment ? L'atteinte des objectifs en matière de gestion des risques implique la mise en œuvre d'une gouvernance territoriale fondée sur les principes de coopération, de coordination et de cohérence des politiques publiques tout au long des 6 grandes phases qui caractérisent le processus. Le diagnostic, l'élaboration des plans d'urgence, la planification de long terme, l'entraînement, la gestion de crise, les retours d'expérience. Les technologies numériques et les données massives constituent un atout majeur. Ainsi, les jumeaux numériques se développent. Répliques dynamiques en 3 dimensions d'un territoire, ils sont utilisés pour analyser, planifier et tester des scénarios dans un environnement virtuel avant qu'ils ne se produisent dans la réalité. Toutefois, la richesse des outils disponibles ne fait que renforcer l'exigence de coopération, de coordination et de cohérence entre les parties prenantes en intégrant plusieurs niveaux de décision, y compris international pour les territoires frontaliers. 2 types d'acteurs jouent un rôle clé dans l'animation de cette gouvernance partenariale, compte tenu notamment de leur responsabilité dans la démarche Orsec, organisation de la réponse de sécurité civile. Ce sont les maires, les préfets de région et de département. Conclusion. La gestion des risques à l'échelle territoriale doit fonctionner selon une approche intégrée, englobant à la fois stratégie préventive et réactive. La coopération et la coordination entre les acteurs, plus que les outils technologiques, sont indispensables pour atteindre les objectifs. Malgré ces premiers éléments, plusieurs questions restent à approfondir. Comment dépasser le prisme sécurité civile et la segmentation entre différents types de risques pour favoriser une vision globale de la résilience territoriale ? Comment intégrer la dynamique des technologies collaboratives, comme les réseaux sociaux, auxquels les habitants ont massivement recours dans la politique de gestion des risques ? Comment concilier court terme et gestion de crise avec vision à long terme de la résilience ?
Merci beaucoup. Alors, suite à mon petit switch d'il y a quelques instants, donc vous renouvelez cet intérêt et puis ce plaisir de pouvoir animer cette table ronde. Alors, comme vous l'avez vu, consacré maintenant à la dimension de la gouvernance, mais surtout sur la question appliquée à la question de la résilience. Donc, c'est tout l'objet de nos 3 présentations. Et donc tout l'objet, effectivement, de pouvoir apporter des éclairages dans les prochaines minutes. Pour cela, je voudrais donc accueillir nos 3 intervenants, nos 4 intervenants, mais nos 3 séquences. D'abord, accueillir Stéphane Ronchon, DGS à la mairie de Biarritz. Régis Delattre, vice-président en charge au niveau de la communauté d'agglomération du Haut-Carvin. Et puis l'un duo, donc Caroline Aubert et puis David Carassus. Caroline, chef de service de contrôle de gestion de la ville d'Agen. Et David Carassus, donc notre génialissime président. Voilà. Dans ce cadre, vous dire que nous aurons donc l'examen, au-delà de la présentation qui vous a été effectuée, concentrée sur la question du risque et du choc associé à un territoire, à une économie, à une institution, la possibilité d'avoir 3 dimensions, deux d'entre elles associées à la façon à laquelle les territoires ont ou traversent la gestion de la crise écologique. Donc face à la crise écologique, quel type de gouvernance, quel type de modalité de gouvernance, quel type de réseau mobilisé, c'est ce que nous retrouverons donc avec Stéphane Ronchon, puis également avec Régis Delattre, dans le cadre de la gestion de la transition écologique, quel type de reconversion, de recovery, j'allais dire, de transformation qui peut s'opérer. C'est le terme qui a été prononcé tout à l'heure dans le cadre de la séance inaugurale. Et puis, bien entendu, nous l'avons aussi dans le cadre d'un pont qui peut être effectué avec la table ronde précédente, bien appréhender que pour qu'il y ait efficacité, il doit y avoir mesure, évaluation, auto-évaluation, et c'est aussi ce que nous apprendrons avec les interventions de Caroline et de David. Alors, je voudrais, dans un premier temps, donc laisser la parole, comme je l'ai dit, on était sur... attendez, hop, pour ne pas me tromper entre Régis et Stéphane Ronchon. Donc, vous laissez la parole, Régis, donc vous mobilisez. C'est Stéphane en premier. Stéphane, vous mobilisez sur cette question donc de la dimension de la transition écologique et de la façon avec laquelle votre territoire, et plus particulièrement la municipalité de Biarritz, a agi dans ce cadre. Alors, je peux... Ah oui, c'est bon. Merci. Ok. Bien, bonjour à toutes et à tous. Quelques éléments de contexte. On est à Lille, donc on est à l'opposé de Biarritz. Il faut donner quelques éléments de contexte. La ville de Biarritz, c'est 25 000 habitants, qui est surclassée 40-80 000, puisque nous recevons 3 millions de visiteurs par an. Nous passons d'une population de 25 000 à 100 à 120 000 l'été en saison honte. Ce qui est aussi important d'identifier, Biarritz bénéficie, vous le savez, d'un rayonnement international avec 7 grands festivals, que ce soit dans le domaine du cinéma, de la danse, du documentaire, de l'Amérique latine. Donc une grande attractivité aussi du fait d'un site remarquable, des espaces à protéger, un patrimoine à préserver. On parle régulièrement de l'hôtel du Palais, parfois en bien, parfois en mal. Mais c'est aussi une singularité de la ville de Biarritz de pouvoir avoir à préserver des bâtiments publics, des bâtiments classés, très proches de l'océan Atlantique. Politiquement, important aussi de donner cet élément de contexte, on est sur une maire qui est LR, positionnée sur un premier mandat, donc avec une équipe qui arrive en politique pour certains d'entre eux. Et donc c'est un élément aussi à prendre en considération dans ces éléments de contexte. Quant à moi, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis en position de directeur général des services, et donc j'ai été
un observateur à la fois attentif, impliqué sur la façon dont Biarritz organisait la transition écologique. Et à ce titre-là, sans véritablement que les élus puissent mettre des mots sur la façon dont ils procèdent, j'ai pu identifier finalement 3 modes de gouvernance sur 3 problématiques distinctes. Le premier mode de gouvernance, ça ne va pas vous surprendre, c'est la gouvernance multi-acteurs ou interorganisationnelle qui permet d'identifier sur la question de l'érosion et de la confortement des falaises la façon dont une ville comme Biarritz n'a pas les moyens de pouvoir s'engager sur 17 millions d'euros. C'est ce que nous coûte par exemple le façonnage ou le refaçonnage en quelque sorte de la Côte des Basques, qui est un espace mythique parce que c'est là où s'est inventé le surf, mais qui est aujourd'hui relativement dégradé du fait de la houle, du fait d'un sol qui est friable et qui aurait tendance, bien évidemment, à s'effriter au fil du réchauffement climatique. Il y a eu 2 phases dans cette démarche-là. Une phase qui était précédente au premier mandat, qui est au mandat de Madame le maire actuelle, qui était dans l'approche 2017-2020, avec des premiers ajustements qui ont été réalisés, avec des perrets, d'enrochement, qui a permis de protéger, dans un premier temps, la côte et les bâtiments communaux. Et puis dans une deuxième phase, celle du mandat actuel, il y a eu 2 temps d'action, 2 plans d'action. Un qui est de 4,5 millions d'euros, qui vise à construire un mur, voilà, type berlinois, béton de façade, et puis actuellement une deuxième phase, avec là aussi des renforcements par cloutage et de la renaturation de la Côte des Basques, pour un montant d'1,5 million. Il y aura une 3e phase, et on en aura jusqu'en 2035, pour arriver à un montant total de 17 millions d'euros. On voit bien qu'à ce niveau de coût, une ville seule ne peut pas s'y engager. Et donc la ville bénéficie de l'appui du FEDER, donc de l'Europe, de la région, de la CAPB, donc la communauté d'agglo Pays Basque, et de la commune, avec une répartition 50, 20, 10, 20%. Ce qu'on peut dire sur ces éléments-là, si on essaye d'identifier à la fois les points de ressources et les points de limite de ce fonctionnement-là, les points de ressources, je l'ai dit, c'est la question de l'approche multi-acteurs avec les financements dédiés, même si le pendant plutôt négatif de ça, c'est que la ville a été obligée à un moment de suspendre ses travaux, du fait même que les financements de l'Europe n'étaient pas encore arrivés. C'est-à-dire que sur la première phase post-mandat, enfin ante-mandat, c'est-à-dire 2017-2020, la commune n'a toujours pas reçu le moindre financement de l'Europe. Donc ce qui met en délicatesse le prolongement des travaux et un risque de discontinuité finalement dans la protection de la Côte des Basques et du trait de côte. Autre limite, mais vous le percevez sur l'ensemble des autres politiques publiques, c'est que finalement le citoyen est assez loin du mécanisme, du fonctionnement de cette approche-là. La deuxième mode de gouvernance utilisé par la ville pour essayer d'opérer cette transition, c'est ce qu'on appelle la gouvernance par hybridation, c'est-à-dire au fond de voir comment on peut, à travers une action publique, essayer de trouver des partenaires privés pour penser la résolution d'un risque. Et là, fondamentalement, la ville s'est beaucoup appuyée sur une filiale de Suez, Rivage Protec, pour essayer de réguler les phénomènes de vague submersion. Chaque année, dès lors qu'il y a une tempête, la ville est en risque, les habitants sont en risque, les bâtiments communaux sont en risque, l'hôtel du Palais est en risque du fait de ces vagues submersion. Donc nous avons, dans une collaboration, une sorte de métamorphose hybride, travaillé avec cette filiale de Suez, avec son centre de recherche, et essayer d'identifier un modèle prédictif à partir de données d'entrée, sur la houle, les marées, la météo. On a essayé d'identifier potentiellement des risques qui faisaient qu'on arrivait 5 jours avant la tempête, de pouvoir identifier quel était le niveau de protection qu'on pourrait avoir. Ça va du refaçonnage de la plage, du régalage, en passant par la mise en place de big bags, soit simple, soit à double, soit à triple, en fonction du niveau de tempête.
Et ça, on arrive à l'ajuster, le réguler, heure par heure. Et on a eu à essuyer quelques tempêtes cet hiver, et à chaque fois, on s'en sort relativement bien grâce à ce modèle prédictif, qui est un modèle qui est intéressant parce qu'il est toujours en recherche d'amélioration continue. Aujourd'hui, il existe essentiellement, vous avez compris, peut-être pour ceux qui connaissent Biarritz, sur le secteur de la Grande Plage, avec le casino municipal qui va être protégé et l'hôtel du Palais, donc avec là les big bags qui sont positionnés. Mais on n'est pas à l'abri dans les temps futurs, du fait même du réchauffement climatique, d'avoir ce type de risque très fort sur d'autres secteurs de la côte et du territoire biarro. Et donc on est en train, avec Rivage Protect, d'essayer de rechercher et d'étendre ce modèle-là à d'autres secteurs de ville qui pourraient être potentiellement impactés. Le caractère très positif de cet aspect-là, ça rejoint ce qu'on a vu dans le documentaire, c'est que la technologie, la gestion des données, une carrière d'ingénieurs travaille pour nous pour essayer de protéger la ville et ses habitants et la rendre la plus sûre possible. Donc ça, c'est le côté très enthousiasmant de l'affaire. Finalement, on travaille à une métamorphose de l'action publique et c'est en ça que cette gouvernance par hybridation est intéressante. La difficulté, c'est que face à une équipe politique qui est relativement jeune dans son mandat, c'est que finalement, elle peut être ce modèle coûte cher, 100 millions d'euros. 100 000 euros, pardon, excusez-moi. 100 millions d'euros, c'est pas possible. 100 000 euros, mais c'est quand même un coût en termes de prestations assez important. Et forcément, quand on voit le rapport du nombre de tempêtes par rapport à ce qu'on dépense, c'est forcément toujours interrogé par nos élus qui s'interrogent sur l'intérêt, sur cette démarche-là, alors que finalement, on pourrait avoir des indicateurs par Météo France qui pourraient peut-être nous permettre de fonctionner fondamentalement sans ce centre de recherche. Donc on voit bien qu'il y a toujours la nécessité de faire ses preuves par rapport à ce modèle-là, qui nous coûte, malgré tout. Enfin, le troisième, qui est le plus singulier que j'ai découvert à Biarritz. Les deux premiers nous étonnent peu, je pense qu'ils vous étonnent peu, ils m'ont peu étonné. Le troisième m'a un peu plus étonné. Et en même temps, c'est un vrai invariant du côté de Biarritz, c'est la gouvernance par réseau. Biarritz, du fait de son attractivité, de ses structures pour accueillir tout type de congrès, va accueillir bon nombre d'associations, de think tanks, de démarches pour essayer de réfléchir à la façon dont on peut protéger l'océan. Alors ça se fait soit par des réseaux d'élus politiques, l'ANEL par exemple, soit par des réseaux scientifiques comme Biomarine ou comme Air Marine, voilà, des structures qui sont là plutôt pour penser la question de la conservation de la biodiversité au niveau de l'océan. Et puis dans une démarche aussi philanthropique, avec beaucoup d'artistes qui s'engagent pour la nature, pour l'écologie, et qui trouvent à Biarritz l'occasion de se faire connaître et de partager leurs idées pour essayer de les repositionner au sommet de l'agenda politique local. Cette démarche est forcément intéressante parce qu'elle met le projecteur sur Biarritz, mais malgré tout, et ça rejoint la première partie de notre échange de la première table ronde, ça m'a beaucoup interrogé sur l'évaluation qui en est faite. Finalement, beaucoup de réseaux, mais au fond, où va le véhicule du réseau? Et ça, on n'arrive pas trop à percevoir la finalité de la démarche, de voir où ça nous mène, de voir combien ça coûte et ce que ça nous rapporte. Et là, j'ai quelques interrogations, bien évidemment, sur cet aspect-là. Pour vous dire qu'au final, et pour en terminer sur cette brève intervention, vous dire que ces trois modes de gouvernance, finalement, ont produit malgré tout leur effet. 4 ans après que Madame le maire ait été élue, il y a eu la décision d'organiser les assises de l'environnement à Biarritz. Et donc là aussi, on retrouve des ferments de ce qui a été discuté lors de la première table ronde, où on voit bien que les citoyens ont été dans une démarche de réflexion, on les a associés à des recherches de solutions. Et cette réflexion-là a permis d'aboutir sur l'élaboration d'une stratégie des transitions, premièrement. Et deuxièmement, a permis aussi de Madame le maire de pouvoir préciser qu'un conseil écologique citoyen allait voir le jour. Donc il a fallu, au regard de cette volonté politique très forte, dans cette deuxième partie de mandat, que notre administration s'organise elle aussi en interne, en modifiant son organisation, en essayant de mettre les transitions plus en avant.
Et aujourd'hui, on est en train de dire que le train de ces transitions est en train de partir avec une stratégie qui est en train d'être élaborée, des citoyens qui sont investis, une administration qui a évolué et une recherche de pouvoir former à la fois les élus et les agents, les 900 agents de mon administration à ces enjeux de développement durable. Voilà, donc on est plutôt sur la bonne voie, on va dire. C'est très tardif, mais on voit bien que l'accumulation de ces 3 modes de gouvernance, multi-acteurs, par les réseaux, par l'hybridation, a permis l'émergence, finalement, de cette prise de conscience collective, aussi bien politique qu'administrative et partenariale, pour faire en sorte d'aboutir à une stratégie des transitions. Je vous remercie pour votre attention. Merci Stéphane pour cette première présentation d'un cas d'étude et donc du cas de la ville de Biarritz face au choc et possible choc lié à la crise climatique et donc de cette dimension d'apprentissage en cours qui a été opérée par votre institution. Je voudrais maintenant qu'on se focalise sur un autre cas d'étude, donc la communauté d'agglomération du Hénin-Carvin. L'enjeu étant toujours d'examiner la façon avec laquelle la dimension de la transition écologique est incorporée par une institution pour construire de la résilience, mais cette fois-ci à travers aussi sa présence comme colonne vertébrale du défi territorial qui est l'aménagement du territoire, ou en tout cas de la reconstruction d'un territoire. Et donc dans ce cadre-là, je vous propose, Régis, de nous présenter la façon avec laquelle votre institution pratique et s'inscrit comme étant une sorte de laboratoire d'éclairage de cette dimension. Un laboratoire, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est notre démarche. Et elle est assez structurante, en tout cas, par rapport à la construction des politiques publiques et justement à essayer d'en faire des éléments un peu d'efficience. Donc, voilà, je suis Régis Delage, je suis vice-président en charge des finances d'une agglomération de 127 000 habitants et aussi maire adjoint d'une des principales villes de cette agglomération, 18 000 habitants, la ville de Carvin, également en charge des finances. Alors, sur ce territoire, voilà, pour vous le situer, on est au cœur du bassin minier. Alors, c'est pas, je vous rassure, hein, c'est pas la patate bleue. Hein, là, c'est celle-là, elle couvre tout le bassin minier. Donc, nous, on est au cœur de ce bassin minier. Donc, c'est une agglomération de 27 000 habitants. En termes de surface, 11 200 hectares, 14 communes qui ont la particularité, il n'y a pas véritablement de ville-centre en fait, sur cette agglomération. On a 2 villes principales, Hénin, Hénin-Beaumont, avec 26 000 habitants, et Carvin, 18 000 habitants. Sinon, on est dans une forme de conurbation urbaine avec voilà, des villes qui, pour la plupart d'entre elles, ont entre 5 000 et 10 000 habitants. Il y a juste que Bois-Bernard, un peu à la frontière de la Rajoie, qui est un peu le petit poucet avec près de 500 habitants. Alors c'est un territoire qui, cette agglomération en premier lieu, elle s'est constituée en 1968. Elle a vécu sa vie autour de ses compétences essentielles, hein, l'eau, l'assainissement, le traitement des déchets. Et puis en 2001, elle a récupéré la compétence développement économique à un moment où eh bien, on commençait à sortir de l'exploitation charbonnière, donc avec un paradigme de développement qui était de passer d'un archipel noir à un archipel vert, hein, quelque part, avec des vrais enjeux en termes de requalification du paysage et de l'exercice aussi des politiques publiques. Donc voilà, un territoire à la fois passionnant mais pas évident en matière de développement économique parce que forcément très fortement dominé par l'exploitation minière avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Une première résilience, alors vous voyez déjà qu'on a effectivement un développement économique qui s'affirme et la prise de compétences a permis de structurer ce développement économique, notamment autour de la plateforme Delta 3. On est ici dans l'enceinte de la région Hauts-de-France et c'est l'attachement de la région à la plateforme Delta 3 qui a aidé et accompagné ce territoire. Donc on a aujourd'hui une zone logistique, une plateforme multimodale relativement intéressante. Et forcément, autour, on a développé, dans ce triangle d'or un peu de la logistique, on a développé beaucoup d'activités. D'un point de vue commercial, autre pendant un peu de l'activité économique, question un peu commerciale, où on a voilà, la zone commerciale autour de Noyelles-Godault, les Beaumont et Noyelles-Godault, qui cristallise des enseignes relativement importantes. Et c'est l'une des principales places commerciales au nord de Paris, avec
toutes les interrogations que cela peut porter sur le commerce de proximité. Donc un développement économique affirmé, un carrefour de la logistique et du transport international, et une ambition culturelle et touristique autour de ces valeurs. Et puis sur des faiblesses, sur ce secteur commercial très périphérique, je vais donner l'exemple de la zone de Noël-Godeau parce qu'elle est la plus emblématique, hein, quelque part, mais il y en a d'autres autour de nos villes. Et puis un territoire rural, la ville de Carvin par exemple, c'est 1200 hectares, c'est aussi vaste que la ville de Roubaix, mais on ne concentre que 18 000 habitants. Donc on a des zones rurales aussi relativement importantes. Alors en termes de résilience et de construction, on est sorti vraiment très essoré de la période d'exploitation charbonnière. Et dans la vie de notre PCI, notre agglomération, il y a 2 projets qui ont marqué, je veux dire, un acte 1, quelque part, de la reconversion et de la résilience. Et ça s'incarne à travers, d'abord, le parc des îles, qui fait plus de 160 hectares, hein, donc qui est une ancienne coquerie qui a été requalifiée, voilà, avec, bien sûr, des fonds européens, des fonds de la région, des fonds du département. Et on en a fait un maillon, un poumon vert important. Ça, c'était vraiment un projet un peu phare, un peu identitaire au niveau de notre territoire pour sortir de l'exploitation charbonnière. Donc ça, c'est un point important. Et puis, on a un deuxième vecteur d'identification de cette reconversion et de cette résilience, en tout cas dans un premier temps, qui est le site du 99 bis. Alors, ça se situe sur la ville de Wany. C'est le dernier puits de mine, hein, qui a fermé ici à la région. Et donc, on a construit, là aussi, grâce et avec un accompagnement fort de l'institution régionale et des élus de l'époque, le Métaphone, hein, donc, qui est un lieu un peu de pratique musicale, de pratique éducative, de pratique culturelle, de diffusion des musiques nouvelles. Et on requalifie également ce site minier par du soutien à la création, des actions de formation et aussi un lieu de mémoire. Donc on a eu deux éléments, enfin 2 points d'accroche qui ont permis à ce territoire de sortir un petit peu la tête de l'eau, en tout cas de marquer le premier acte de sa reconversion et de sa résilience. Mais il fallait relativement vite passer un peu à autre chose et trouver quelque part un nouvel élan. Et depuis 7-8 ans maintenant, sous l'impulsion de Christophe Pilch, hein, le président actuel de notre PCI, très vite, il fallait que le ressort de la question de la transition écologique devait être un point un peu de cristallisation des politiques publiques et aussi un lieu d'affirmation, quelque part, de la construction de ces politiques sur l'espace communautaire. Alors, on sait que au sein du bloc communal, la vie entre les villes et les EPCI ne sont pas forcément un long fleuve tranquille, avec parfois des questions de gouvernance politique qui peuvent se poser, des questions de comment on rend visibles et lisibles les politiques menées par ces EPCI vis-à-vis de la population. C'est un vrai sujet, hein. Il peut y avoir un peu de distance qui peut s'opérer par rapport à ça. Bref, il fallait qu'on arrive à relever ce défi, à aller plus loin, à amplifier le travail accompli, hein, donc approfondir le sillon, se doter aussi d'un cadre stratégique. Ça, c'est les questionnements auxquels on s'est imprégné. Et en termes de méthode, on a choisi sur le fond, un petit peu avant ce mandat, enfin le mandat 2020-2026, d'entrevoir la formalisation du projet de territoire, en fait, mais à l'aune d'un projet de transition écologique. Et donc, dès qu'on est sorti un peu de la crise sanitaire, parce qu'on a été aussi percuté par cela au début de notre mandat, eh bien, on a lancé un process, on s'est fait accompagner là-dessus, bien sûr, par un cabinet, et on a mobilisé les acteurs du territoire, acteurs impliqués, syndicaux, culturels, associatifs, bien évidemment. On a essayé de lancer une vaste concertation avec la population et d'essayer de construire, en tout cas, un cadre de politique publique qui soit structurant, qui soit un peu un fil conducteur sur ce que demain on voulait apporter comme valeur ajoutée à ce territoire, mais aussi comme accompagnement vis-à-vis des communes membres. Donc, prioriser les envies et les besoins exprimés et puis enfin agir. Et je vous donnerai quelques exemples d'illustration. Donc ça, c'est un peu amorcer le second temps de notre résilience territoriale, quand même, quelque part,
pour faire face aux enjeux de la transition écologique, parce que le sortir de l'exploitation charbonnière n'a pas été une sinécure. Donc on a envisagé notre projet de territoire écologique autour de la responsabilité sociale et environnementale. On a formalisé un projet ambitieux qui n'est pas que le catalogue des bonnes intentions. Sur le fond, c'est vraiment le point de départ qui a aussi permis de reconstruire la gouvernance territoriale. Une démarche, on essaye d'être le plus exemplaire possible, autour de 95 propositions concrètes, de nouvelles opportunités économiques et puis surtout les défis de la transition écologique et de l'adhésion populaire à relever, parce que là aussi, par rapport aux villes qui composent cette agglomération, on a devant nous, mais comme beaucoup de communes, un mur d'investissement. Quelque part, on sait que nos bâtiments publics, nos écoles, nos salles des fêtes, sont parfois des passoires énergétiques. Et si on veut continuer, alors déjà à limiter notre empreinte carbone, mais aussi à faire en sorte de réhabiliter ces bâtiments, eh bien, il faut construire des politiques qui soient en articulation aussi avec cela. Je regarde Alain Perrostein. Malheureusement, dans nos établissements publics, nos collectivités, on n'amortit pas. C'est un péché de ne pas amortir, puisque l'amortissement, c'est ce qui permet de se constituer un peu un autofinancement. Et si, dans les lois de 1994 d'application de l'acte 1 de la décentralisation, on avait été un peu moins timoré, l'État avait plus accompagné les collectivités à leur constituer un autofinancement, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas des murs d'investissement devant nous. Bon, après, il fallait aussi que les élus arrêtent de construire chacun sa salle des fêtes, chacun ses équipements. Ça, c'est un autre sujet, hein, mais ça veut dire que l'autonomie, il y a effectivement un apprentissage aussi derrière cela. Toujours est-il que nos capacités d'investissement sont ce qu'elles sont, et si on ne s'approprie pas cela comme un véritable levier, eh bien, en accompagnement, et c'est au niveau de l'agglomération que subsiste encore le peu d'autonomie fiscale, je ne parle pas d'autonomie financière, l'autonomie fiscale, et je le dis dans cette enceinte, un établissement où il n'y a pas d'autonomie fiscale, où il n'y a plus d'autonomie fiscale, eh bien, il faut reconsidérer cette question de la richesse. Donc vous voyez que les problématiques, sur le fond, elles sont en élargissement, puisque la transition écologique, l'accompagnement des communes, la question de comment on redistribue et comment l'intercommunalité joue son rôle de péréquation en matière de ressources, c'était un peu tout ça, les éléments qui nous ont un peu percutés. Donc ça a dépassé très largement le cadre du projet de transition écologique. Comment on a construit ce projet? Autour de 5 enjeux essentiels, structurants, un territoire de renouveau économique, avec des problématiques d'emploi vert, solidaire, une économie de proximité, la maîtrise et la valorisation de notre foncier. Un territoire qui essaye aussi de s'affirmer en matière de préservation de son patrimoine culturel et naturel. C'est la question des espaces naturels, de l'environnement, des paysages et de la biodiversité. Alors, j'ai évoqué un peu rapidement la question et du 9-9 bis et du Parc des Îles. On a aussi construit tout un cheminement et mettre en réseau le Parc des Îles, enfin la chaîne des îles et des terris par rapport à cela est également important. Un territoire qui favorise l'épanouissement de chacun, sport, loisirs, santé. Et donc là, derrière ça, c'est des politiques de proximité qui permettent d'interagir directement avec la population. Un territoire de coopération d'initiative sur l'engagement, l'innovation sociale, solidaire, et bien sûr le travail sur le cadre de vie. Mais au cœur de nos préoccupations, la question de la transition écologique. Voilà, pour illustrer un peu sur chacun des enjeux, mais très rapidement revenir sur nos priorités essentielles par rapport à cela. Sur le territoire de renouveau économique, notre priorité, c'est de travailler sur les friches. Et à l'heure où on avance sur le zéro artificialisation nette, c'est un vrai sujet. La question du commerce de proximité. On a mastodonte en termes de commerce périphérique. Il y a un accompagnement sur le commerce de proximité avec des dispositifs un peu innovants qui permettent aux villes et aux commerçants qui s'installent de pouvoir bénéficier d'un accompagnement et d'aide appuyée. La question des emplois verts, de l'économie sociale et solidaire, la réduction du bilan carbone de l'activité économique et puis la question de l'alimentation qui, dans ce territoire, est un vrai enjeu. Sur la qualité de vie, quelques priorités. Le virage des mobilités douces. Vous avez vu où nous sommes situés, au sud de la métropole de Lille, avec
des vraies problématiques d'accessibilité à la métropole. Voilà, vous mettez pour faire à peu près 20 km, si tout va bien en voiture, allez, entre 45 minutes, le jour où vous mettez que 45 minutes, vous estimez que c'est heureux. Ça peut aller jusqu'à 1h30, voire 2h, uniquement pour faire 20 km. Avec un réseau ferré un peu saturé. Alors, un projet qui est en train de s'articuler autour du RER Grand Lille. Alors, c'était un ancien projet du président de région, mais ça a été repris à bon escient. Heureusement, c'est en train d'être retravaillé, mais que de temps perdu. Que de temps perdu. Voilà, en manque de temps, c'est quasiment criminel d'avoir perdu autant de temps pour désengorger et réarticuler ce territoire. Criminel. Quand on pense aux centaines, aux milliers d'heures perdues, rien que pour aller travailler sur la métropole, saturation du réseau routier et très peu d'alternatives en matière de réseau ferré. On est très heureux d'apprendre que cela va se mettre en place, mais on nous dit rassurez-vous, mesdames et messieurs les élus, le problème sera peut-être réglé en 2040. Bon, voilà. Il aura fallu quasiment une génération et demie uniquement pour prendre conscience qu'il y avait de la difficulté en termes de mobilité. Donc, c'est vraiment un vrai sujet par rapport à cela. On essaie de prendre quelques initiatives à l'échelle de notre territoire, la reconquête des paysages et puis la préservation également de notre richesse écologique. Je passe assez vite sur le territoire qui favorise l'épanouissement de chacun. Je montre juste les éléments essentiels où la culture, le sport, là aussi sont des accroches qui sont importantes en accompagnement de l'alimentation. Et puis sur la coopération pour essayer de faire territoire ensemble. Donc c'est l'articulation entre les différents acteurs des cités, cités au sens avec un grand C. Donc l'innovation, l'expérimentation, la transition écologique, la question de l'engagement associatif, et donc d'être sur des économies moins linéaires et beaucoup plus circulaires en la matière. Du coup, sur ce beau projet de transition écologique, encore faut-il qu'on puisse, et ça fera le lien avec le questionnement en matière de pilotage et en matière d'accompagnement et de monitoring un petit peu de cela, d'avoir une crédibilité financière et une forme de maîtrise budgétaire. Donc, et c'est le pari qu'on a essayé de prendre, de conjuguer projet de transition écologique avec maîtrise budgétaire, exigence citoyenne, responsabilité écologique, efficacité économique et performance sociale. C'est un vrai défi, mais en tout cas, c'est ce qui fait un peu l'intérêt également du sujet, puisque, encore une fois, ce projet de transition écologique, ce qui est important, c'est sa soutenabilité. Et donc, pour faire sens, on s'est aussi appuyé sur les outils à notre disposition, et notamment le pacte financier et fiscal de solidarité. Je signe d'aller un peu plus vite, donc je vais accélérer. Quand vous donnez la parole à des élus, c'est ça un peu le problème. Ils ont tendance à raconter leur vie. Donc voilà. On a travaillé également un pacte de gouvernance communautaire. On s'est appuyé sur le contrat de relance de transition écologique signé avec l'État. Et puis on a redéfini un petit peu nos cadres et nos modalités de financement pour qu'on arrive à accompagner les politiques publiques de l'agglomération. Donc on a mis ça dans une trajectoire financière soutenable. Donc notre vision stratégique, nos chantiers, 25 chantiers, 95 actions, c'est le PTE. Les moyens, la définition des moyens pour y parvenir. Et puis la performance, parce que quand on parle de politique publique, la performance, ce n'est pas un gros mot, et évaluer les résultats non plus. On a commencé à essayer de mesurer, en tout cas à changer un petit peu le prisme de pilotage de nos budgets, en introduisant une approche un peu de type budget vert, sur la méthode I4C. Et donc on commence progressivement à développer cela. En tout cas, voilà, on a essayé de tenir tous les bouts et sur vous voyez, un besoin de financement des projets qui a été évalué à plus de 100 millions d'euros sur le montage, ce qui à l'échelle de notre établissement est assez important. Donc, voilà, sur les logiques, toujours sur le pacte fiscal et de solidarité, en fait, 2022-2026, sur 4 logiques. Une logique de redistribution, de solidarité, d'optimisation de ressources et de dépenses. Je veux dire par là qu'on a des outils au sein de l'EPCI, à travers l'attribution de compensation et la DSC, la dotation de solidarité communautaire. On a également retravaillé ces outils pour les mettre en adéquation avec notre perspective. On a revu les critères de répartition de la DSC, par exemple, en reconsidérant le critère du potentiel financier. Alors, on
On n'a rien retiré à personne, mais on a revu ces critères-là. On a aussi un peu mis de l'ordre dans nos politiques de fonds de concours. En tout cas, on les a mis en organisation par rapport à ce projet de transition écologique, entre autres. Voilà. Et alors, ce petit serpentin, moi j'aime bien, puisque à côté, il fallait améliorer le cadre et donner de la visibilité à la contractualisation entre l'EPCI et les villes. Sinon, les fonds de concours n'étaient que voilà, un peu... Régis, le haut commandement m'annonce que nous avons une minute. Très bien, je vais conclure en 2 minutes. Et donc, cette logique de contractualisation, elle a permis de faire sens dans les fonds de concours attribués en lien avec, bien sûr, nos indicateurs en matière de transition écologique. En fonctionnement, voilà, on a une vigilance sur notre niveau d'épargne, nos dépenses de gestion courante contraintes, l'adaptation de notre TOM. On a réévalué notre taux dans notre taxe enlèvement ordures ménagères pour faire un peu plein du réservoir parce qu'on avait une compétence qui consommait plus de 20 millions d'euros avec une ressource de 2 millions d'euros. Donc il y avait un petit écart par rapport à cela, ce qui permet de mettre en place ce projet de transition écologique. Alors voilà, je suis dans les temps, en 20 secondes, 3 illustrations simples, concrètes, efficaces. Je salue mon collègue dunkerquois, il était inspirant. D'ailleurs, on a eu la chance de rencontrer M. le ministre des Transports très récemment à l'agglomération. Il est venu nous rendre visite. En tout cas, nous mettons en place la gratuité des transports publics. Et là aussi, on embarque avec nous dans notre agglomération 2 heures, enfin en tout cas au moins l'agglomération de Lancy-Rhin. On verra ce que fera l'autre intercommunalité. On vient d'inaugurer, c'était la semaine dernière, la ferme solaire de Le Forêt, voilà, ce qui permet sur quasiment un site. Alors c'est intéressant parce que c'était une ancienne décharge en fait, qui a été requalifiée. Et on a favorisé cette implantation qui permet de produire localement de l'électricité pour plus de 6000 foyers, bien sûr hors chauffage, avec voilà, un entretien approprié et un financement participatif. Plus d'1 million d'euros ont été levés par la Générale Électrique pour financer ce projet. Puis un dernier qui nous tient à cœur, qui est le projet d'alimentation territoriale pour organiser la filière agricole, du champ à l'assiette. En tout cas, ce sont les axes qui sont travaillés au sein de l'agglomération. Merci de votre écoute. Merci, monsieur Delattre. Vous voyez qu'on ne commettions pas d'erreur lorsque je disais tout à l'heure que potentiellement il y avait là l'idée d'avoir un véritable laboratoire, tant la présentation, bien entendu, féconde en propositions et en défis exposés nous amène à nous nourrir d'un certain nombre de pistes. Elle vient compléter ce qu'a dit Stéphane Ranchon tout à l'heure, précédemment. 2 précédentes présentations qui donc posent carrément la question de face à la dimension de la transition écologique, comment avez-vous agi ? Mais convoquer ce levier est une chose. Encore une fois, faut-il pouvoir le mesurer, l'appréhender ? C'est toute la question, encore une fois, de la performance, de l'évaluation et du pilotage que nous examinons avec le duo Caroline Aubert et David Carassus. Merci. Avec la possibilité d'être toujours dans une phase de sobriété temporelle. Surtout quand on est à la fin. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je me présente. Donc, je m'appelle Caroline Aubert. Je suis chef du service donc, contrôle de gestion et évaluation des politiques publiques. Donc, à la ville et l'agglomération d'Agen, donc on est une administration mutualisée. La ville, donc c'est la ville-centre, 40 000 habitants, et l'agglomération d'Agen, donc 101 000 habitants. Et donc l'objet aujourd'hui, c'est de vous présenter, donc avec Monsieur Carassus, l'auto-évaluation de notre plan d'économie d'énergie en éclairage public et signalisation lumineuse tricolore, que j'appellerai PEPS pour plus de facilité. Donc brièvement, je vais vous présenter le contexte avec la problématique et comment on a réalisé donc cette auto-évaluation. Et M. Carassus prendra la suite sur les modalités et l'auto-évaluation comme rénovation des modes de gouvernance. Donc l'idée, c'est que l'Agglo a dans un premier temps mis en place un plan lumière en 2019 et ensuite elle a lancé en 2022 donc son PEPS avec 2 objectifs prioritaires donc, qui étaient évidemment l'économie budgétaire et la sobriété énergétique. Mais vous verrez qu'ensuite, il y a eu d'autres objectifs qui sont venus se raccrocher.
Et en 2022, donc, on a confié à mon service la mise en place donc, d'une démarche d'évaluation qu'on a souhaité au départ donc, mener en externe avec un prestataire. Et puis ensuite, je vous expliquerai comment on a décidé finalement de mener cette auto-évaluation en interne. Donc ceci nous permettra de répondre à la problématique suivante. Donc comment l'auto-évaluation permet-elle l'amélioration des modes de gouvernance ? Donc l'historique, au départ, l'agglomération d'Agen a effectué un diagnostic donc, de son parc d'éclairage public donc en 2020. Il faut savoir que sur 19 000 points lumineux, finalement, on s'est rendu compte que seulement 14% de ces points étaient donc conformes aux normes en vigueur. Et on avait une facture donc, qui était quand même assez élevée, puisqu'on était à 1,5 million d'euros de facture. Donc l'idée, ça a été de mettre en place ce plan, donc dans un premier temps le plan de lumière et ensuite le PEPS, pour pouvoir faire réduire cette facture énergétique, mais aussi réduire le budget en maintenance, mais également rechercher l'amélioration du confort donc, d'éclairage des usagers de la voie publique, prendre en compte la biodiversité dans le cadre de ces projets, et bien sûr, avec les travaux, limiter la gêne donc, pour les riverains et les automobilistes, au niveau donc, des travaux. Au niveau des actions majeures donc, pour répondre à ces objectifs, la première action, ça a été de changer les anciennes lampes donc, par des LED. Et la deuxième action, ça a été de remplacer donc, les mâts qui étaient vétustes par de l'éclairage donc, photovoltaïque. C'est quand même un plan d'investissement qui est très important pour notre collectivité, puisque ça représente près de 18 millions d'euros donc, sur le mandat, donc de 2020 à 2026. Évidemment, pour mettre en place ce plan, donc, il y a eu des partenaires. Le partenaire Fonroche, qui est celui qui conçoit et qui pose donc, les lampadaires photovoltaïques. Après, vous avez deux entreprises donc, du coin qui sont Inéo Aquitaine et Électromontage, qui eux, en fait, remplacent les anciennes lampes par des LED. Et l'UGAP, c'est une centrale d'achat qui a permis surtout de faciliter, on va dire, le montage juridique de ce projet. Donc le souhait d'évaluer ce projet, donc déjà c'est eu égard à son montant hein, qui était important, et surtout notre président donc de l'agglomération d'Agen, Jean-Denis Duséjour, qui a toujours la volonté de se questionner en interne donc sur ce qui fonctionne ou pas, et comment en fait s'améliorer dans les projets que portent nos deux collectivités, que ce soit la ville ou l'agglo, toujours voilà pour essayer de mieux faire et de répondre surtout aux objectifs qu'on s'était fixés. Donc, l'agglomération d'Agen a confié donc, cette mission au service contrôle de gestion en 2022. Au départ, donc, on a pris un prestataire externe à qui on avait expliqué, donc, parce que nous, on n'avait pas les connaissances en interne dans mon service, bien que j'ai une chef de projet, donc évaluation des politiques publiques, qui est avec nous aujourd'hui. Mais on n'avait pas cette connaissance de la méthode. Donc on avait dit à notre prestataire, voilà, il faut que vous nous intégriez dans votre évaluation pour qu'on apprenne et que aussi les services donc partenaires apprennent, les élus, à faire cette évaluation. Donc on a dans un premier temps diffusé des notes donc pour lancer cette évaluation, puisque la collectivité fait 4 évaluations au total. À l'agglomération d'Agen, donc c'est le PEPS et l'évaluation de la collecte des déchets, de la politique collecte. Et à la ville, c'est l'évaluation de la politique propreté et lutte contre l'isolement des personnes âgées. Donc on avait demandé à ce prestataire de former aussi les acteurs concernés, donc les élus, les directeurs, les agents. Et on avait mis en place donc, un comité technique d'évaluation qui, lui, était là pour porter la méthode et un comité de pilotage qui était là voilà, pour arbitrer avec des élus, des administratifs, mais aussi des techniciens. Et malgré en fait, un cahier des charges qui nous semblait précis, cette méthode externe a rapidement été jugée inadaptée et n'a pas fonctionné. Et on s'en est rendu compte assez rapidement lors des formations finalement qui ont été données aux élus et aux agents. C'était une méthode en fait qui a été dès le départ un petit peu perçue comme une forme de surveillance. Déjà parce que c'est un prestataire externe qui intervient dans une collectivité avec donc une méthodologie complexe qui était présentée de manière assez complexe, qui était, on va dire, à participation collective limitée, c'est-à-dire qu'en fait, le prestataire présentait ses résultats aux élus et aux services. C'est lui qui
qui proposait des indicateurs à partir des données qu'on lui donnait. Mais finalement, tout le monde, que ce soit les services, les élus, nous, en tout cas, on n'apprenait pas grand-chose, à part les résultats qui nous étaient présentés. Mais dans la méthode, on apprenait assez peu finalement. Et puis, une évaluation assez déconnectée de la réalité du terrain, parce qu'on a bien vu que les agents techniciens avaient vraiment du mal à rentrer dans cette évaluation, n'étaient pas capables eux-mêmes de fournir des indicateurs ou de commenter les indicateurs qui étaient fournis. Donc finalement, une faible communication sur le résultat de nos travaux, puisque jugée assez inadaptée. Et puis, on s'est présenté donc, en juin 2023, il me semble, aux rencontres d'actualité de la FIGES à Pau. Et c'est là donc qu'on a rencontré M. Carassus, qui présentait son auto-évaluation donc, avec la ville de Pau, si je ne me trompe pas. Et du coup, on a trouvé cette méthode donc, qui était plus, on va dire, une évaluation micro et non une évaluation macro, comme on avait pu connaître, assez intéressante. Puisqu'elle avait des objectifs intéressants qui nous permettaient de faire l'évaluation nous-mêmes. Donc on s'est dit c'est le moment de se lancer. Donc l'idée ça a été de faire une évaluation, une auto-évaluation. On a lancé donc la mission en novembre 2023 et on s'était fixé comme objectif un délai d'1 an. Donc normalement on a toujours l'objectif à la fin de l'année de présenter donc, notre rapport d'évaluation. Donc au niveau des interlocuteurs de la mission, donc on a le directeur de ce projet, M. Christophe Hainaut, donc le technicien Pascal Troquet qui est avec nous, donc moi-même. J'ai une chef donc, de projet, comme je vous disais, sur ce sujet, ce qui est quand même important parce qu'elle fait, on va dire, toute la coordination entre les services. Il faut quand même accompagner les services, même si on est sur une auto-évaluation, ça signifie que les techniciens vont devoir eux-mêmes rentrer les données donc, sur la plateforme Optima Plus qui vous sera présentée. Et donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui coordonne en interne et qui est disponible pour accompagner les services. Et donc, M. Carassus qui nous a accompagnés dans le lancement de cette mission. Vous voulez prendre la parole peut-être ? Assez rapidement pour aller à l'essentiel, mais donc c'est vrai quand on s'est rencontrés, nous on sortait d'une phase où on avait pas mal étudié les dispositifs d'évaluation parce qu'on estimait que c'était des outils de gestion, de pilotage qui étaient importants dans la rénovation des schémas de gouvernance interne, dans la relation entre les acteurs, même à l'intérieur d'une collectivité. Il y a beaucoup de services qui ne se connaissent pas les uns les autres. Et finalement, l'évaluation pouvait permettre de diffuser de l'information à l'intérieur de la collectivité. Mais aussi, évaluation externe, c'est-à-dire que finalement, on profitait de la mission d'évaluation pour aller donner de l'information aux habitants, au niveau de la population, pour rendre compte sur les politiques qui ont été menées. Donc on était à ce moment-là, on a fait une étude auprès de 400 collectivités et on s'est aperçu finalement que les outils d'évaluation étaient soit pas existants, soit quand ils existaient, assez mal adaptés, notamment avec des recours massifs aux consultants et par nature qui prenaient assez cher, avec des valeurs ajoutées qui étaient très limitées, en particulier sur des problématiques de gouvernance et de transfert finalement d'informations à la collectivité pour aider à la décision. Et donc on s'est dit, il faut qu'on puisse accompagner des collectivités avec des dispositifs d'évaluation continue, que l'évaluation pénètre finalement le quotidien des cadres territoriaux et pas simplement une mission one-shot où les consultants interviennent pour 15 jours et donnent leur rapport de 120 pages qui n'est jamais utilisé. Donc une évaluation continue, une évaluation aussi pluridimensionnelle parce qu'on est dans le service public et il faut absolument qu'on appréhende toutes les problématiques de gestion d'une politique publique. Bien sûr, la partie finance, parce que quand on fait un plan de rénovation d'éclairage public, on a un coût d'investissement important, mais on espère aussi diminuer la facture énergétique, mais pas que ça, parce que si je réduis le service public, c'est facile de créer des économies. Par contre, derrière, c'est aussi s'intéresser à la qualité du service rendu, le niveau d'éclairement, la biodiversité, donc on essaie d'appréhender un ensemble de finalités qui sont assez larges. Une évaluation qui est aussi collaborative, et on fait le lien à la gouvernance, parce que l'évaluation doit permettre finalement de raccourcir les distances entre les différents acteurs de la collectivité. Donc on est parti sur un dispositif de ce type et on l'a adapté à l'éclairage public. Et quand on accompagne des collectivités locales, on le fait sur l'éclairage public, on le fait sur Action Cœur de Ville, on le fait sur la politique sociale. Ça reste de l'évaluation sur des objets qui sont très différents. Et donc on a
participé finalement avec la ville d'Agen et l'Agglo depuis maintenant 6 mois à structurer ce qu'était la politique d'éclairage public, parce que malheureusement, je ne vais pas le détailler ici, mais dans beaucoup de cas dans les collectivités qui ne savent pas évaluer les politiques publiques, il y a beaucoup d'explications liées au fait que les politiques publiques elles-mêmes ne sont pas définies pour être évaluables. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, quelque chose de bête, mais on n'associe souvent pas un objectif à une politique publique. Ou alors on en associe 50. Et donc si j'ai 50 objectifs, ça veut dire que l'évaluation ne donne rien. C'est-à-dire que les résultats de l'évaluation répondront à ces 50 objectifs qui sont souvent antagonistes et qui vont permettre de générer aucune aide à la décision sur la politique publique. On travaille sur AGEM, on le fait aussi sur Angers et sur les politiques de territoire intelligent et Pascal Fruquet qui est là. On travaille sur l'évaluabilité de la politique publique, on la structure et on essaie de respecter un schéma qui nous permette donc de produire des éléments d'évaluation, mais par la collectivité elle-même. C'est ça qui est intéressant dans la gouvernance, c'est que l'auto-évaluation est produite par les opérateurs. Et c'est pour ça qu'on y met le chef de l'éclairage public qui participe à donner finalement ces informations, à participer au processus d'élaboration. On y met les élus aussi, on a un copil, où on met les acteurs autour de la question publique, là l'éclairage public, et on les fait discuter les uns avec les autres, et des fois c'est très riche, sur pourquoi on met en place cette action, comment elle est mise en place, quels sont les effets générés par le plan de rénovation de l'éclairage public. On les traduit sous forme graphique avec un outil qu'on a développé maintenant depuis 5 ans, un outil de pilotage des politiques publiques d'évaluation qui nous permet finalement d'analyser et d'évaluer ces politiques publiques et faire que les acteurs se rencontrent au travers de données et puissent discuter les uns avec les autres. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Alors que jusqu'à présent, ils pouvaient discuter, mais c'était surtout de manière pifométrique, c'est-à-dire que comme ils n'avaient pas de data et de données partagées, chacun avait son avis sur la question. Et donc on met en place ces éléments d'auto-évaluation, gérés par Caroline, avec nous notre appui méthodologique sur l'accompagnement, et derrière ça permet aux acteurs finalement de discuter les uns avec les autres. Ça permet d'assurer une communication, je dirais, interne dans la collectivité, le fait que le PEPS soit mieux connu, parce que je crois qu'un des problèmes dans nos schémas de gouvernance actuels, c'est qu'en fait les politiques publiques ne sont pas connues, et l'évaluation doit permettre d'améliorer la descente d'informations vis-à-vis des habitants en particulier, mais ça doit permettre aussi d'en assurer la remontée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, on l'a vu tout à l'heure peut-être avec le référendum, avec des enquêtes en ligne, des questionnaires, on donne la parole aux usagers, ils peuvent aussi, eux, émettre des besoins sur finalement leur niveau d'attendu sur la politique publique concernée, mais aussi dire s'ils sont satisfaits de la politique publique qui a été engagée. Et quand je change, ça peut paraître bête, mais quand je change des LED à la place de lumière fluo, par exemple, on a un système d'éclairement qui change. Les fluos, les lampadaires classiques, ça éclaire énormément, beaucoup. Les LED, on peut centrer l'éclairage. Et donc, par exemple, le LED, on peut éviter que le ruisseau puisse être éclairé et donc s'assurer que, par exemple, on puisse préserver la biodiversité parce que le ruisseau n'est pas éclairé par l'éclairage public. Donc ça a des avantages, des inconvénients. Certains habitants se plaignent, par exemple, que la lumière fluo permettait qu'ils rentrent chez eux et qu'ils mettent la clé dans la porte sans finalement qu'ils allument leur propre téléphone pour trouver la serrure quand on est en pleine nuit. Là, aujourd'hui, c'est un inconvénient. La LED va centrer l'éclairage sur la route, va diminuer finalement le niveau de consommation, mais a des conséquences de ce type. Et c'est l'évaluation qui va permettre de réaliser ces allers-retours. Une autre question, par exemple, c'est le cas de l'extinction de l'éclairage public la nuit. On y est passé, souvent les collectivités le font, mais quel est l'impact pour les habitants ? Quel est leur avis ? Qu'est-ce que ça modifie comme comportement ? On peut avoir des idées, mais l'évaluation peut permettre finalement d'améliorer ce rapport de distance entre l'habitant et la collectivité. Et donc, on le dit ici de manière un peu théorique, favoriser l'amélioration des modes de gouvernance parce que l'évaluation va me permettre, avec l'information générée, de demain reprévoir mon PEPS 2. Et le PEPS 2 va tenir compte de l'évaluation qu'on aura fait sur le PEPS 1, va permettre aussi de travailler sur les process. Et on s'est aperçu, par exemple, à la mission d'évaluation, que la personne qui aujourd'hui travaillait sur la gestion du projet, mais en matière de gestion de projet, c'était pas optimal.
notamment sur l'organisation de l'information, la diffusion de cette information même à l'intérieur de la collectivité. Donc ça permet de mieux gérer les projets de la collectivité, de savoir qu'on l'évalue. Ça permet d'améliorer la relation entre les acteurs, de diffuser de l'information, on l'a dit, mais aussi, surtout, je crois, aider la décision, parce que l'évaluation doit permettre finalement d'arrêter à ce que les outils de gestion soient pifométriques et que les élus aient à disposition des outils, notamment les tableaux de bord, qui permettent finalement de les aider. C'est aussi théoriquement un mode d'apprentissage organisationnel, parce que ça modifie le comportement des acteurs, ça permet, je l'ai dit, de prendre des décisions par rapport à l'information qui est générée. Tout ça pour finir, parce que je vois que notre ami Philippe se lève, ce dispositif d'auto-évaluation, je crois que c'est un élément très important dans la gouvernance. On a vu des modes, des outils qui existaient ce matin sur la gouvernance citoyenne. L'évaluation peut être un moyen finalement de répondre aux limites des pratiques évaluatives actuelles en rénovant les modes de gouvernance à la fois en interne et en externe. Il y a quand même des conditions très importantes de réussite, notamment le temps. C'est-à-dire que ce sont des démarches de temps long qu'il faudra prolonger. Il y a aussi une démarche importante qui doit être soutenue politiquement. Et là, en l'occurrence, nous, Optima, on s'est rapproché de l'agglo d'Agen parce qu'on avait un élu, et c'est souvent, malheureusement assez rare, un élu qui croyait en l'évaluation. Beaucoup d'élus dans ma carrière, quand j'ai commencé mes premiers entretiens avec des élus, on me dit non mais la seule évaluation que j'autorise, c'est l'évaluation par l'urne, tous les 6 ans. Et on voit, je crois, les limites de ce système actuel. Et je ferai juste une petite parenthèse, mais de mon point de vue, les résultats qu'on a eus récemment en France sur les européennes montrent finalement les limites de notre système de gouvernance. Et quelque part, quand les gens vont voter, ils votent aussi pas forcément contre la nature des actions qui sont menées. Parce qu'entre nous, qui connaît ici les actions qui sont menées par un député européen français ? Moi, perso, qui suis quand même plutôt bien informé, je les connais qu'au moyen. Je pense que l'ensemble des habitants de la France, hormis peut-être Olivier Coussy qui est là, qui a levé la main, ne les connaissent pas. Donc, quelle est notre capacité à prendre en compte ces actions-là pour aller donner un avis sur l'élu qui se présente ? Je crois qu'elle est assez faible. Donc, finalement, il faut qu'on arrive à mieux utiliser l'évaluation en interne pour arriver aussi à rénover les modes de gouvernance dans nos collectivités. Merci David, merci Caroline, merci à Stéphane et Régis également. Ces éléments permettent déjà de nourrir le panel de questions qui vous sera autorisé dans quelques instants. Je voudrais juste compléter mon intervention et donc vous la proposer comme étant déjà un effort de synthèse. Donc elle n'apportera pas beaucoup de valeur ajoutée, mais elle s'appuie sur ce que nous avons déjà entendu. En tout cas, nous avions à traiter de la question de la gouvernance et de la dimension de la résilience, donc la gouvernance au service de cette construction ou du renforcement de la résilience. Nous avons, à travers les présentations qui nous ont été proposées, eu déjà un bel exposé de ces axes, en tout cas des objectifs qui étaient poursuivis par la résilience. Par la gouvernance publique locale ou la gouvernance territoriale au service de la résilience. Encore faut-il qu'on s'entende sur cette dimension de la résilience. L'idée n'est pas de refaire, bien entendu, de repartir sur une analyse théorique ou de remettre tout le jargon autour de cette dimension de la résilience, mais on entend bien que ces dernières années, ce mot est revenu à la mode, il est remobilisé, dans une façon, bien entendu, toujours étant positive, dans l'idée que les territoires, face aux différents chocs, certains d'entre eux nous ont été exposés, se doivent, bien entendu, ou de retrouver une santé, ou de recouvrer finalement leur niveau d'avant la crise. Et puis certains vont plus loin, parce qu'il ne s'agit pas simplement de se rétablir à un niveau, mais aussi de mobiliser cette transformation, on l'a vu tout à l'heure à travers l'exercice d'apprentissage, pour se transformer et aller plus haut, puisqu'on est en une période de Jeux Olympiques, plus haut, plus vite et plus fort, pour pouvoir sortir de cette expérience, encore une fois, avec de nouveaux objectifs et en tenir compte. C'est une résilience qui est un objectif qui doit, bien entendu, répondre à un ensemble de crises de sources multiples. On a examiné par rapport aux dimensions des crises écologiques, mais on l'a bien vu sur ce qui traverse nos territoires depuis maintenant plusieurs années, des crises politiques, sociales. Cette résilience, elle peut, bien entendu, toucher, concerner, examiner ce qui doit se passer au niveau de l'individu,
donc au niveau le plus microscopique, en quoi l'individu, le citoyen, l'acteur, l'entrepreneur, le salarié renforce-t-il sa résilience pour pouvoir agir au sein de son organisation, au sein de son territoire et apporter les meilleures réponses possibles. Au sein de l'économie, et donc un ensemble, si je fais écho à ce que nous a présenté Stéphane tout à l'heure sur comment je rends plus robuste finalement mon territoire en matière d'infrastructure, mais aussi à travers ce que nous disait Régis, comment je mobilise également les dimensions financières et un certain nombre d'autres facteurs me permettant de renforcer la capacité de mon économie à pouvoir faire face aux chocs auxquels celle-ci serait exposée. La résilience dans le domaine environnemental, c'était bien entendu la colonne vertébrale à travers la transition énergétique, la transition écologique qui nous était posée, la volonté bien entendu de faire face au choc de la crise climatique et en même temps de la nécessité de décarboner. La résilience institutionnelle, et c'est bien entendu le trait d'union avec la colonne vertébrale de notre table ronde, puisque cela interroge la capacité de notre gouvernance à pouvoir justement mobiliser les outils, les ressorts, les facteurs, les éléments, les key factors qui nous permettent justement d'aboutir à cette meilleure efficacité de la gouvernance. Et puis, David l'a dit, la résilience en matière de gestion de notre club, c'est-à-dire la gestion de la démocratie, parce que celle-ci aussi est mise à rude épreuve et que si, à travers les actions que vous mettez en place, si cette transition, si cette action en matière de résilience n'est pas juste, comme on dit en Europe de la transition juste, eh ben, c'est bien entendu cette démocratie qui peut être écorchée et mise à rude épreuve. Une fois qu'on a dit cela, ça signifie qu'il s'agit de poser, je regarde Cécile, c'est 27 et 15, donc il faut que vers les 7 et 5, 12, 30, 42, il faut que je puisse avoir terminé. Et donc, avant, donc 40. Donc, quel objectif au service de cette action en matière de gouvernance au service de la résilience? Ça interroge finalement le rapport au futur des territoires. Est-ce qu'on est réactif? Est-ce qu'on va chercher uniquement à attendre que la tempête passe ou que la vague arrive et puis faire en sorte qu'on puisse construire des digues, ou est-ce qu'on est proactif? On dit voilà, quand c'est bon pour le golfe de Gascogne, ben c'est sans doute bon aussi pour le territoire et j'ai intérêt à me protéger, j'ai intérêt à construire des digues, ou est-ce qu'on est proactif avec une dimension encore plus ambitieuse dans l'idée que voilà ce que je veux pour mon territoire dans le cadre de la transition et de la reconversion territoriale, voilà ce que je veux pour ma transition énergétique et donc comment je vais donc construire une politique publique qui me conduira à aboutir à cette dimension. Donc cela passe bien entendu par une éducation citoyenne, un investissement, ce rapport au futur, cet éclairage, et ce n'est pas simplement un jeu de mots, de la façon avec laquelle nous allons éclairer l'avenir, et donc dans le rôle du politique, dans sa capacité à générer de la vision, à générer de l'ambition. Donc là, on voit bien que travailler sur l'objectif de cette résilience, ce n'est pas simplement la déclarer, faut-il encore qu'on la mette au service d'une politique future. Dans ce cadre, bien entendu, cela amène à la capacité, vous l'avez dit, tous les quatre, cette capacité que vous ayez à construire du commun. Hein, faut-il sauver l'oiseau ou la route? Faut-il sauver la biodiversité? Faut-il sauver, bien entendu, les vagues, le Grand Palais ou au contraire les dunes de sable? Donc construire du commun, construire du vivre ensemble, construire les ressorts qui permettent de générer cette dimension de la résilience. Donc ça, c'est l'objectif. Deuxième étape, quand on a fixé les objectifs, et encore une fois, ce n'est pas, vous l'avez dit, une sinécure, faut-il doter le territoire, doter l'institution, la collectivité, de toutes les capacités qui lui permettent de répondre, de faire face à ce défi. Les capacités, elles peuvent être bien entendu capacités physiques. Il faut construire du béton, des digues, il faut mobiliser, reconvertir le patrimoine. Une capacité en matière financière, vous l'avez dit, lever des fonds, parce que vous n'êtes pas tout seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble on va peut-être plus loin. Et cette capacité financière, notamment dans, je dirais, le gouffre ou l'architecture financière européenne, lever du fonds européen n'est pas non plus donné à tout le monde. Donc ça signifie que l'ingénierie financière doit être également équipée. Et puis cette capacité en matière de gouvernance, et c'est tout l'objet de notre atelier, ce qui implique également de pouvoir créer, là également, de l'agilité. Finalement, un territoire résilient, c'est un territoire innovant. David l'a suggéré à travers sa dernière diapo de conclusion, mais c'est un territoire qui justement génère de l'agilité, où il n'y a pas de viscosité et il n'y a pas de frein, ce qui renvoie là également à une dimension en matière de gouvernance et de frein. Quelle est la capacité de ma gouvernance à générer de la fluidité et non pas à miser sur des concentrations, sur des problématiques publiques locales, sur des biais. On retrouve également des éléments qui nous sont proposés à l'ENAP en matière de déviance organisationnelle, où on a l'habitude de fonctionner autour d'une règle, sauf que la règle, elle est à 4 km de la règle légale. Donc ce qui nous conduit parfois à nous tromper de cible.
D'où l'idée que si on considère que la gouvernance est un élément important pour pouvoir générer cette résilience, eh bien, vous avez posé, mesdames, madame et messieurs, beaucoup de questions allant dans ce domaine. Qui doit la mettre en œuvre, mais surtout avec qui? Vous l'avez dit, ce n'est pas un sport solitaire. Avec qui? Quelles sont les parties prenantes qui doivent être posées? Public, privé, à quel niveau? Multilevel, comme on le dit. On a retrouvé le terme de dimension hybride pour pouvoir justement montrer que tout cela va devoir mobiliser un ensemble d'éléments qui relèvent à tous les acteurs du territoire. Encore faut-il que ceux-ci partagent l'objectif, encore faut-il que ceux-ci soient aussi équipés en matière humaine, en matière de capacité à avoir de la vision. En matière de participation, je suis prêt à m'investir pour construire de la résilience. David l'a dit à travers l'éclairage. Encore faut-il que je puisse y percevoir le bénéfice, le rendement. Le sacrifice d'aujourd'hui doit permettre aussi de générer une capacité à pouvoir disposer dans le temps futur d'un retour sur investissement, si je peux employer ce terme un petit peu barbare, mais le retour sur investissement, pas que pour la collectivité locale, mais aussi pour le citoyen, car à un moment donné, la véritable sanction, c'est celle de l'urne, et faut-il encore que ce retour sur investissement soit perçu. De ce point de vue, donc il y a tout un travail de ce point de vue sur la dimension de la lisibilité, de la visibilité autour de la politique qui est mise en place, à quel type de niveau elle doit être positionnée. Donc là, ça renvoie à cette dimension du curseur ou de ce qu'on appelle un peu dans le jargon également de la granulométrie, donc des politiques territorialisées. Ce n'est plus dans le top-down, venant de Bruxelles, s'appliquant via Paris à un territoire, mais comment tout cela est opéré à partir des territoires, donc des place-based policies, comme on le dit souvent, dans cette dimension. Comment vous créez du partenariat et comment, à ce moment-là, dans cette capacité à aller capter de la valeur territoriale, on peut essayer, au-delà des dimensions de la décentralisation, de créer de l'émancipation territoriale. Donc ça renvoie à des mots qui aujourd'hui traversent les territoires, tout en se disant que la décentralisation, encore une fois, c'est bien, mais faut-il encore qu'elle soit financée ou finançable? Donc faut-il aussi que les territoires ne fassent pas l'objet, voilà ce que je te donne en matière de compétences, mais voilà aussi ce que je te retire en matière de financement. Donc cette capacité que vous ayez, mesdames, messieurs, à pouvoir aller lever du fonds et à pouvoir financer vos actions. Toute cette dimension qui renvoie aussi dans la capacité de la granulométrie à bien juger du curseur en matière de subsidiarité. Alors, sous l'angle négatif, je vais faire ce que tu ne fais pas, ou au contraire, sous l'angle optimiste et positif, je ne vais pas faire ce que tu peux faire, et donc à pouvoir justement miser sur les compétences territoriales, sur l'intelligence territoriale, et donc ça renvoie aussi à cette dimension des outils en matière de smart governance et de capacité justement à générer ce savant mélange, cette alchimie entre les différents niveaux. Quand on a dit cela, quand on a fixé tout un ensemble de défis et d'axes qui permettent d'améliorer la gouvernance au service de la résilience, il s'avère nécessaire, et c'était l'objet de la dernière présentation, de pouvoir disposer là aussi d'une capacité à pouvoir la mesurer, l'évaluer. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été proposé et posé par David et Caroline à travers l'action au niveau du territoire d'Agen en matière de transition énergétique et plus particulièrement de maîtrise de la consommation électrique. Mais dans le cadre de cette évaluation, de pouvoir bien entendu avoir de la data, principalement pas de bras, pas de chocolat, pas de data, pas de vision claire et d'efficacité en matière de politique, de ce point de vue, et donc de construire des indices, du matrix. Alors, en matière de capacité d'adaptation territoriale, quels sont les éléments, les facteurs clés qui construisent cette capacité d'adaptation du territoire, de pouvoir examiner est-ce que vous êtes, à quel niveau vous êtes pour pouvoir répondre présent face aux risques, face aux chocs. Et dans une autre dimension, quelle est la capacité de notre maîtrise qui pourrait être l'indice de performance de résilience. C'est une chose de se dire sur un axe, voilà où je me situe, mais voilà aussi comment j'ai été efficace en matière de résilience, et donc de pouvoir croiser cela afin de pouvoir justement positionner le territoire et d'inscrire non pas comme tu l'as dit, enfin, David, non pas comme dans du one-shot, mais dans une dimension dynamique, de rendre évaluable, si on peut employer ce barbarisme, par non pas que l'extérieur, mais d'être audité, mais simplement d'avoir un outil interne qui nous permette justement d'avoir, et vous l'avez dit Stéphane, aussi d'avoir un territoire apprenant, parce qu'il met en œuvre une politique. Tout cela s'inscrit dans cette dimension où il y a du learning by doing territorial. Enfin, dans cet élément, bien mesurer que tout cela, et on l'a bien vu à travers les différents chocs et crises qui se sont passés, avec l'objectif louable
face à la crise des bonnets rouges, des gilets jaunes, face à tout ce qui nous a traversé les derniers résultats de dimanche dernier, c'est que bien entendu, la green transition, elle est souhaitable, la résilience, convoquer les objectifs de transition écologique, climatique, faire face au climat, tout cela est louable, à condition, comme on le dit aussi à Bruxelles, de no one left behind, et que cela nous amène à ce que tout le monde puisse participer, que la dimension d'équité également soit repositionnée au cœur du sujet pour les territoires sur lesquels, parce que vous avez à faire face de façon plus proche aux électeurs que ne le sont parfois certains députés ou certains décideurs beaucoup plus éloignés. Donc en quoi la transition est juste? Cette question est aujourd'hui posée au cœur des dimensions de travaux sur la résilience, avec la nécessité de travailler. Est-on plus cigale ou fourmi? Est-ce qu'on aime ou pas le temps long? Est-ce qu'on est, comme tu le dis David, on apprécie cette impatience? Comment je nourris de la patience citoyenne? Comment je projette sur l'avenir? Comment j'apprends à éclairer l'avenir? Parce que comme quand on était petit et qu'on n'aimait pas que nos parents éteignent la lumière dans notre chambre, c'était juste une question d'éclairage. Comment, en tant que responsable, j'ai une capacité à voir le futur? Pour terminer, ça signifie également, de nouveau, qu'il faut savoir mobiliser des leviers de financement. Vous avez souligné l'axe, bien entendu, des fonds européens, mais toute l'architecture et tout le millefeuille qui, là aussi... Donc l'innovation, finalement, elle n'est pas tant que sur les outils de la transition électrique ou sur la dimension ou l'enjeu ou l'objectif qui pourrait être associé à une transition écologique. Il y a suffisamment de débats ou de rapports du GIEC là-dessus. Mais encore une fois, qui paye ? Comment je rends bankable ces projets, comme on le dit? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le privé qui viendra investir verra quelque chose de rentable? Est-ce que mes éoliennes ou est-ce que mon action, mon panneau solaire produit l'électricité au moment où il faut? Est-ce que je suis capable de poser sur la table un ensemble de nouveaux de données et d'indicateurs qui participent de cela? Céline, j'ai terminé. Nous sommes à quelques jours du débarquement, de la célèbre commémoration de ce débarquement, et je reviens qu'en matière de résilience, c'est bien Churchill qui nous disait que le succès n'est pas éternel ou définitif, l'échec n'est pas fatal, ce qui est important, c'est de continuer. Merci beaucoup Philippe pour cette belle conclusion, territorialisée aussi, comme tu l'aimes. Merci à tous les intervenants de cette table riche. Toujours frustrante pour les questions, mais on va se consacrer encore quelques minutes avant la pause méridienne qui permettra d'avancer sur les échanges pour recevoir quelques questions sur cette question de la résilience et du rôle que la gouvernance peut jouer pour les territoires. Oui. Louise ? Merci pour ces belles interventions. Alors moi j'ai une question qui va être axée sur la gestion des risques qui peut créer d'autres formes de risques. C'est-à-dire, si je prends le cas de la sobriété énergétique, alors on sait qu'avec le contexte international et tout, c'est important d'aborder ces questions-là, mais comment est pensée la sobriété énergétique en ne créant pas d'autres formes de risques? C'est-à-dire, si je prends le cas par exemple de la ville de Los, où j'habite, en fait on a parlé de l'éclairage public. À 0 heure, toutes les lampes sont éteintes. Il y a des jeunes qui font des jobs étudiants, par exemple, qui doivent travailler dans les restos et tout, qui terminent à 23 heures. Le temps d'arriver chez eux, il y a un temps très long. Donc, avant 0 heure, ils n'arrivent pas. Et donc, on marche dans le noir. Et là, je me dis, c'est compliqué et tout. OK pour la sobriété énergétique, je dis oui. Mais comment aussi, vous, en tant qu'acteur, vous prenez en compte ces éléments-là, justement, pour ne pas créer des questions de sécurité publique? Donc, c'est ma question. Merci. Je vais commencer. C'est une vraie question. C'est ce que j'évoquais exactement tout à l'heure sur la question de l'extinction de l'éclairage public. Donc, je pense que là, il faut aussi s'appuyer sur des mesures ou des évaluations qui ont déjà été réalisées antérieurement. Sur l'extinction de l'éclairage public, je n'ai pas d'enquête en tête, mais j'en ai par contre sur la vidéosurveillance. Est-ce qu'il faut augmenter la vidéosurveillance dans l'espace public pour assurer la sécurité des personnes, des habitants? Et c'est un peu la même chose sur l'éclairage public. Les premières études montrent que sur l'extinction de l'éclairage public, il n'y a aucun impact sur l'augmentation de la sécurité. Sur la vidéosurveillance, c'est exactement la même chose. On a fait une mission d'évaluation à Blois. Blois, la question c'était est-ce que je double ou pas le nombre de caméras? On a accompagné la collectivité pendant 6 mois.
on a récupéré les données de la police municipale sur les 20 dernières années, qu'on a retraité avec Christophe, qui est là, Christophe Morel, et on a analysé l'impact de l'installation des caméras sur les quartiers avec les données finalement d'infraction. Et comme toutes les études mondiales, on a montré que l'impact de la vidéosurveillance était nul sur le niveau de sécurité. Donc la question de l'extinction de l'éclairage, c'est un peu pareil. Même si on peut avoir des doutes, même si on a un sentiment qu'en fait on est plus en situation de sécurité parce qu'il y a de l'éclairage ou pas, dans la réalité, ce n'est pas un facteur lié. Alors je ne dis pas que c'est pour ça que c'est bien d'éteindre, mais je pense qu'il y a une analyse coût-avantage à faire et à expliquer aux habitants en disant « Ok, on va éteindre l'éclairage, ça nous permet, alors que le flux d'éclairage potentiel est de 12 heures, entre 6 heures du soir en décembre et 6 heures du matin, on va le diminuer par 2 et on va couper entre 23 heures et 5 heures du matin par exemple. Ça nous permet de diminuer la facture de temps. Mais les inconvénients, c'est que certains vont rentrer le soir. L'idée, c'est aussi de faire une balance coût-opportunité entre ces éléments-là et qu'on puisse expliquer que pour un élu alpha, la balance, elle tend vers là, et peut-être pour un élu bêta, il prendra la décision contraire. C'est ça la politique en fait. Mais il faudrait avoir ces éléments de mesure un peu préalables pour finalement aider à la décision. Juste pour compléter, on a fait aussi des comptages routiers pour voir combien il y avait de véhicules qui passaient sur certaines routes qui étaient éteintes ou éclairées la nuit. Et on s'est rendu compte que sur certaines routes qui étaient éclairées toute la nuit, il n'y avait que 2 véhicules qui passaient. Et là, forcément, les élus se posent aussi des questions. Est-ce qu'il y a nécessité d'éclairer une route toute la nuit alors que seulement 2 véhicules passent? Donc certes, il y a des questions de sécurité, mais il y a aussi des questions de coût à étudier, donc, pour rejoindre ce que disait David. Juste peut-être pour compléter, parce qu'on avait examiné chez nous aussi sur un autre territoire, où, pas pour l'économie, mais pour la préserver, j'allais dire les oiseaux qui volent. Non, enfin les oiseaux qui descendent de la montagne. Et distinguons la dimension purement technologique, elle est résolue. Enfin, vous pouvez avoir des solutions d'éclairage intelligentes qui vous permettent de passer sous le lampadaire. Alors, c'est un certain coût. Donc, la question technologique de résoudre, de répondre à cette crainte ou à ce risque, elle peut être résolue. Ensuite, par contre, c'est bien ça, comment la donnée remonte, soit citoyenne ou la donnée numérique, permettant justement de se dire on ne va pas aller sur ce genre de dépenses, parce qu'après tout, comme vous dites, s'il n'y a eu que 2 passages dans la rue, et qui rassure, et qui permettent finalement de se dire ce n'est pas dangereux ou risqué de se balader dans une rue assombrie parce qu'il n'y a pas forcément de danger avéré, entre guillemets. Bon, donc c'est un mix entre la partie techno, qui elle peut être assez facilement résolue, et en revanche, l'ingénierie de la donnée permettant d'éclairer la bonne décision de façon pertinente, alors que dans telle autre rue, il y a la nécessité là de renforcer un éclairage, même lorsqu'il existait. C'est pas du tout dans le cadre de l'intervention que j'ai pu faire, mais c'est une question que je trouve intéressante. Globalement, je trouve que les retours qui ont été faits, et notamment sur la question de l'éclairage intelligent, pourraient peut-être permettre de résoudre ça. Mais il y a quand même quelque chose qui, au fond, m'interpelle, c'est la question dès lors qu'on évoque la question des transitions, c'est la question de l'hubris finalement, des formes de démesure. Je trouve qu'on mériterait encore de lire les Grecs anciens, qui nous apprendraient certainement encore beaucoup de choses sur nos civilisations actuelles. Et je trouve que dans nos procédés, on n'a pas tout à fait encore bien saisi l'expérience de la civilisation humaine qui a tendance à passer d'un extrême à un autre. Et la question du juste mesure, de la juste mesure dans nos décisions, reste franchement un débat perpétuel et continu qu'il serait bien de se poser. Parce que je trouve que cette question de l'hubris, on a beau l'évoquer, mais elle est toujours sous-jacente à nos décisions, et qu'elles soient politiques ou administratives ou citoyennes. Olivier ? Voilà, je vais y arriver. Essaye le micro, c'est pas le bon. Mais il y a quand même un impensé là. En fait, l'impensé, pour moi, il y a une proposition de départ qui est de dire on ne peut rien faire contre les coûts. En dehors de je consomme moins.
Mais il y a aussi un autre truc, c'est pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation, pourquoi on a pris ces mesures. C'est quand même parce qu'on a eu une explosion des coûts énergétiques qui est due à une régulation débile, ultralibérale, appliquée dans un pays totalement dérégulé, qui n'a fait qu'engrossir quoi? Des gens qui n'ont produit aucune valeur ajoutée, c'est-à-dire les brokers d'énergie sur un marché. Et là, il y a quand même un problème, c'est que les élus répondent par une sorte de sanction, le mot n'est pas correct, du citoyen pour résoudre un problème très concret sur les finances publiques, alors que le problème à la base, c'est de casser un système qui est inutile, inacceptable et qui est dangereux pour l'équilibre social. Et on l'a bien vu. Et c'est ça où, là, il y a un petit problème. C'est l'impensé, il est là d'abord. Et le citoyen, pourquoi il réagit? Parce que c'est lui qui, de toute façon, est tapé en premier. Et après, on s'étonne qu'il résiste dans les urnes. Enfin, il ne faut pas s'étonner de quel côté qui vote. C'est normal. Et je pense que là, il y a une responsabilité collective, y compris des techniciens dans les collectivités, de dire, mais doit-on continuer à subir une dérégulation d'un marché électrique et énergétique tel qu'il est, alors qu'on a une puissance en France à la base qui fait qu'on était le pays au monde où c'était le mieux, quoi. Voilà. Moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'est que vous parlez de résilience, mais je vous entends parler de résilience dans un mode extrêmement planificateur et causal. En d'autres termes, tout peut être prévu. Mais comment on fait de la résilience quand on a un inconnu inconnu? C'est pas avec des méthodes causales, hein. Ça ne marchera pas. On ne peut pas planifier l'inconnu inconnu. Donc là, comment on construit, y compris des briques de connaissances au sein des collectivités, voire des briques de politique publique qui pourraient être assemblées dans le cadre d'une construction de résilience chemin faisant. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, en fait. Il complète, enfin, tout le monde, moi, enfin, il me semble qu'on l'a abordé parce que l'idée, on s'inscrit pas dans une logique purement déterministe ou causale. On est aussi dans une logique où mieux tu t'équipes, au sens large, hein, pas que sur la partie infra, sur l'apprentissage, sur l'idée de qu'est-ce qui relève de ce qui est de l'anticipation rationnelle ou purement d'avoir une marge totalement aléatoire. Bon, tout cela nous amène à nous rapprocher sans le toucher du soleil, heureusement, et à se dire que on est mieux préparé, on apprend, ce qui ne nous empêche pas de réitérer des épisodes dans l'histoire ou de recommettre parfois les mêmes bêtises. On le voit bien à travers ce qui nous traverse aujourd'hui. Mais face au choc, quelle est la fonction de meilleure réponse? Celle-ci, elle aura toujours une part d'inconnu. Ce qu'on essaie, c'est de mieux se préserver, avec, tout à l'heure on oubliait de le dire, dans la dimension de la maîtrise, aujourd'hui des outils d'intelligence qui relèvent de toutes sortes de numérique ou pas. Donc je pense qu'il y a quand même il y aura toujours une part d'aléa ou d'imprévu, mais face à cette part d'aléa d'imprévu, on a envie de dire, elle aurait tendance à se réduire, mais enfin, en tout cas, il y a toujours des nouvelles surprises qui arrivent. Donc comment je génère une capacité d'adaptation de mon organisation pour pouvoir mieux y répondre? Donc ça, j'ai l'impression Olivier, qu'on ne couvre pas tout le champ en disant, voilà, ça y est, on avait mesuré cet aléa, mais qu'on est quand même, on est dans cette direction. Peut-être pour compléter, il y avait un très bel article que tu dois connaître il y a quelques années qui s'appelait « Management public des crises » ou « Crise du management public ». Et je trouve que c'était assez symptomatique de ce que tu évoques en dessous. C'est que, de mon point de vue, le management public ne sait pas bien gérer les crises. Et donc, devient ou génère même une crise du management public. Pourquoi? Parce que je crois que dans nos pratiques quotidiennes, si on regarde les outils de gestion qui sont développés aujourd'hui dans les collectivités, on gère des ressources, je gère mon budget, je gère mon organigramme, mes recrutements. Mais les crises, en fait, si tu regardes bien, elles ne sont pas bien gérées. Je trouve que l'intérêt de ce qu'on a vécu là récemment, notamment à la crise sanitaire, ça a été de le mettre en évidence, c'est qu'on n'anticipait pas les crises. Et l'apprentissage généré depuis, il me semble un peu, c'est que des cellules de crise ont pu être mises en place pour s'habituer à gérer des crises. Alors les crises qu'on peut connaître, mais il y a sûrement des crises qu'on ne connaît pas. Je pense que ça a quand même un intérêt de s'habituer à gérer des crises, c'est que culturellement, ça change le comportement des acteurs dans leur capacité à prévoir, même à prévoir l'imprévisible. Et moi, je vois par exemple des méthodes de scénario planning où on imagine des éléments qui vont se rapprocher, qui sont quelquefois totalement incohérents, mais ça nous permet, en anticipant cette cohérence, d'imaginer un truc qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Et le fait de l'imaginer, je trouve que d'un point de vue comportemental, ça nous habitue à se mettre en situation 2, alors que jusqu'à présent, on était plutôt dans des outils de gestion post, c'est-à-dire que je gère la crise une fois qu'elle est arrivée. Là, c'est peut-être mieux dans des outils qui ne sont pas forcément que curatifs, mais aussi préventifs, de s'habituer à gérer ça.
Je suis parfaitement d'accord avec toi, mais ça sous-entend que l'on soit capable d'absorber des choses qui dérangent. Oui. Je rappelle que dans le cadre de la crise de la pandémie, depuis 25 ans avant, c'est-à-dire c'était en 2020, donc depuis 2000, le scénario de la crise mondiale pandémique avec lockdown est envisagé dans tous les scénarios de prospective stratégique, de livre blanc de la défense, dans tous les pays. Oui. Il a été systématiquement mis de côté par les décideurs et absolument pas préparé comme étant plausible en fait. Et c'est là la difficulté, c'est comment on rend plausible et comment on fait absorber par les managers publics, qu'ils soient élus, ou moi je les considère élus ou pas élus, parce que c'est des managers publics, et qu'on les rende acceptables. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un hiatus là, ils ont été systématiquement écartés, quoi. Tout à fait. Mais avant de passer la parole à Stéphane, on était bien sur ce conflit entre les objectifs temporels, court terme, moyen, long terme. Le décideur en moyenne, et c'est pas lui faire critique, est axé sur un calendrier électoral. Le planificateur que nous sommes peut-être plutôt sur quelque chose de beaucoup plus lointain. Et on le voit bien, le temps de l'aménagement est long, le temps de la réaction. Donc il y a à résoudre ce hiatus. Stéphane. Oui. Audrey, juste peut-être pour compléter, et je ne sais pas si ça répond à votre questionnement, mais on voit aujourd'hui émerger un certain nombre de courants philosophiques. Je pense au travail de Bonnet et Landivard, notamment sur la question de la redirection écologique. Et ce mouvement-là est assez intéressant parce qu'ils essayent de travailler avec les collectivités locales sur une projection à 30 ans et à 50 ans sur des structures qu'ils appellent des structures zombies, qui fondamentalement sont amenées à mourir. Ça peut être une piscine municipale, ça peut être une piste de ski qui ne va jamais plus fonctionner. Et je trouve que leur travail, il est assez intéressant. Il est risqué parce que les collectivités locales aujourd'hui, concrètement, ne sont pas... globalement, je ne vais pas faire de généralité, mais enfin globalement ne sont pas ouvertes à ces questions-là parce que c'est un positionnement de court terme et je trouve que leur grand mérite, c'est d'essayer d'insister autour de cette réflexion, autour de redirection écologique, de voir ce qu'on peut faire de structures zombies qui, clairement, au vu de l'évolution, seront mortes dans 30 ans, quoi. Audrey, puis après Régis. Ah oui. Juste un petit élément, je ne sais pas si on est des planificateurs, mais effectivement, on a, en tant qu'élu, le rapport au temps, il est quand même assez compliqué. Entre le temps court, le renouvellement du CDD démocratique et la nécessité d'impulser des politiques qui vont être des vraies politiques de transformation par rapport à ça. Je disais tout à l'heure, sur les questions d'investissement dans le bâtimentaire, par exemple, on a vraiment, mais on l'a chiffré à l'échelle des 14 communes, on a vraiment un mur d'investissement devant nous. Alors qu'il n'y a pas, alors c'est peut-être un peu terre à terre, il n'y a pas suffisamment d'épargne. Et on a des marges d'autonomie qui sont quand même relativement faibles. Alors comment faire ? L'impôt, personne ne veut le payer. Personne ne veut payer l'impôt. La répartition de la valeur, c'est un vrai sujet. Donc comment on va faire face à cela ? Je ne sais pas si on est des planificateurs. On essaie justement d'anticiper les choses. Et toute la complexité, elle est d'embarquer le citoyen qui, dans ces temps de l'immédiateté, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X et tout ce que vous voulez, sanctionnent immédiatement, quoi. On est dans la sanction immédiate. Donc forcément, en tant que manager, décideurs locaux, et on a à concilier ça. Comment on impulse des politiques de transformation qui vont nécessairement nous emmener sur un temps plus long, tout en essayant donner des signes à court terme. Et ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il faut réembrancher quelque part la décision politique avec l'action citoyenne. Mais ça nécessite un niveau de culturation. Parce que vous verrez les résultats dans 15 jours. Je pense que les sanctions vont tomber sur les politiques publiques. Bon, ça risque quand même de remettre en cause, de bouleverser nos modes de faire, l'organisation de société. Oui. Alors Audrey, et puis ensuite Jérôme. J'ai envie de vous entendre. Il y a une tension qui émerge de votre discussion qui est celle de la résilience, mais la tension avec la confiance des citoyens envers la décision publique. Donc, on peut créer de la résilience qui a un sens public, qui crée de la valeur publique, mais qui va, en fait, mettre en danger la confiance entre l'État et la société civile. Puis, j'ai 3 éléments qui me viennent en tête pendant que vous parlez, parce que vous avez parlé de ces éléments-là, mais il y a comme un éléphant dans la pièce pour moi. Vous parlez de prévisibilité ou de prévision et d'adaptation. Mais on a formé une batterie de fonctionnaires et d'agents publics autour de la question de la gestion des projets, de la planification, et à mon avis, il y a surplanification.
Et ce qui fait en sorte qu'en fait, ils n'ont pas la place pour une autonomie réflexive qui leur permettrait justement de créer des systèmes apprenants résilients. La deuxième chose, c'est que quand on parle de crise, on parle de préparation aux crises, mais en fait, on ne parle jamais de rétablissement des crises. Et les modèles d'adaptation, ils s'inscrivent dans le rétablissement. Oui, dans l'apprentissage de ce que la crise était, mais aussi dans l'apprentissage de ce que la crise a créé et qui va induire d'autres choses pour les prochains cycles. Donc, il y a tout un travail de mise en pause actuellement qui ne se fait pas, ne serait-ce que juste autour de la crise sanitaire. Puis finalement, j'entendais l'évaluation, puis je suis 100% d'accord avec le fait que c'est un mécanisme qui est éminemment producteur d'apprentissage et de résilience. Ceci dit, on est encore dans les approches qui sont orientées vers la planification, la replanification, la structuration. Les approches participatives, développementales seraient beaucoup plus adaptées, mais on n'est pas encore là au niveau des cultures. Donc j'aurais envie de vous entendre parce que j'ai l'impression que même pour les écoles, l'administration publique, les universités, c'est un gros défi de former une génération qui va être capable de réfléchir dans ces eaux-là, donc, et qui vont ensuite s'installer dans vos communautés pour pouvoir faire ce travail. Voilà. Alors je propose avant qu'on y réponde, qu'on prenne une ou deux autres questions et qu'on fasse alors Jérôme, et parce qu'on sera même pas 5 minutes. Donc d'accord, Jérôme, vas-y, et puis après on gérera le... C'est Stéphane. Dernière question pour pouvoir avoir le temps de déjeuner et de reprendre. Stéphane, désolé, excuse-moi. Oui, non, très rapide, juste une réflexion. J'entends toujours que le politique est court-termiste. Je n'en peux plus d'entendre ça. Le court-termisme, il touche à quelques politiques qui sont sur l'agenda et qui sont visibles. Heureusement, les politiques peuvent travailler 80% de leur temps, voire plus, sur tout un tas d'autres politiques. Voilà, je le laisse à la réflexion. Par rapport à ce qu'a dit Olivier, oui, les crises, elles sont prévues. La crise de l'eau, elle est planifiée, prévue depuis très longtemps. La crise de l'électricité aussi. C'est pas ça qui est en jeu, en fait. On a déjà les scénarios, on sait déjà combien ça va coûter, on ne sait pas quand ça va tomber. Donc la question que je voudrais poser, elle est assez simple. C'est que comment vous faites, à chaque fois qu'on fait un scénario de ce type, par exemple les crises de l'eau, on les a toutes en tête et on a le volume d'argent qu'il faudra mettre, que personne n'a. Donc en fait, une fois qu'on a posé le scénario, nous allons avoir des territoires entiers sans eau pendant 3 mois ou 6 mois, et qu'on a évalué le coût, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Donc j'ai envie de vous poser ça comme question. Alors vous avez positionné ces logiques des crises qu'on commence à percevoir, on les voit arriver, donc on commence à justement les mettre dans un planning. Est-ce que ça a amené des constructions dans vos collectivités? Et c'est un peu la question d'un instant, c'est des constructions, des instances qui permettent de se dire bon, on ne peut pas planifier du budget pour toutes les crises envisageables, c'est absolument possible. On n'a même pas le budget pour les crises dont on sait qu'elles vont arriver. Quelle organisation par rapport à ce non-dit, en fait, de on ne pourra pas payer, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc la dimension de la question apprenante et la dimension justement qui nous est posée par Stéphane. Messieurs et madame. Je vais juste essayer de répondre à la question qui est évoquée. De façon courte. De façon très courte. C'est vrai que, par habitude, je trouve que c'est intéressant parce qu'on rentre dans le détail des mécanismes de gouvernance. Moi, je vois des mécanismes formels. Un conseil municipal, un bulletin municipal, c'est des mécanismes formels. La planification, un tableau de bord, c'est très formel. On a souvent l'habitude de commencer par travailler ces mécanismes-là. Mais ça ne suffit pas. On s'aperçoit qu'il y a autre chose à côté. Ce que certains auteurs appellent la méta-gouvernance. Et c'est des réseaux, on parlait de la gouvernance de réseau, et malheureusement, même si c'est difficile à gérer parce que c'est informel, il faut essayer de l'intégrer. Alors, et c'est là où c'est paradoxal, c'est qu'on va essayer de réfléchir à la question qui est posée, comment on peut organiser quelque chose qui ne l'est pas ? Comment gérer de la méta-gouvernance? Comment gérer une culture globale autour de la thématique de la transition? En fait, est-ce que c'est gérable d'ailleurs? Est-ce que c'est gérable avec une forme d'organisation? Je pense que ça ne l'est pas. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire. Il faut, je pense, l'intégrer dans le schéma de pensée comme un élément qui intègre l'équation de réflexion et essayer
d'intégrer ces problématiques. Donc il n'y a pas d'outils en face, je n'ai pas de réponse très précise, mais la gouvernance de demain, c'est une gouvernance formelle, mais aussi la métagouvernance, c'est-à-dire des dispositifs qui sont plutôt informels, qu'il faut intégrer dans le circuit d'information, de coordination, de décision. Est-ce qu'on a aussi la capacité de... Alors, je jette une pierre comme ça, mais est-ce qu'on a le droit de penser en tant que hyper-citoyen ou pas? Non. Donc c'est demain, je parle de demain, donc je ne parle pas de... Voilà, donc aussi que cet individu, enfin, la capacité qu'on ait à gérer le méta, c'est aussi avec aussi un autre type de citoyen. Alors je ne veux pas parler humanoïde, ou je ne suis pas jusque-là, mais enfin en tout cas de vision... d'un citoyen qui serait éclairé sous telle ou telle forme, puisqu'on a bien vu que face aux data, face au court-termisme, Stéphane, je mesure ce que je dis, donc il y a aussi à anticiper cette idée que demain, le citoyen, la lampe torche du citoyen sera plus la même, quoi. Moi, sur l'idée du court terme, c'est pas tant de stigmatiser que le décideur... Bon, il y a des politiques qui renvoient long terme. Le temps de l'aménagement est un temps long. Il y a des politiques qui, au sens des politiques publiques, qui renvoient à une exigence du court terme. C'est plutôt comment, et ça ne date pas d'aujourd'hui, quel prix on accorde au temps dans nos sociétés. Alors, vous voyez, quand on dit quel prix on accorde au temps, et donc le décideur public va plutôt à un moment donné se dire si j'ai affaire à une société plutôt cigale, je ne vais pas prendre des solutions qui remportent plutôt sur le long terme, quoi. Ou est-ce que je suis plutôt fourmi ou cigale? Donc est-ce qu'il va s'adapter ou pas? Donc comment on a construit ce temps? Est-ce qu'en 92, lorsque Clinton se dit avec Greenspan, je vais tout mettre en Asie pour redonner du pouvoir d'achat aux Américains avec du crédit revolving, on avait qu'à se dire non, vous allez patienter, messieurs, en fin de crise de productivité, vous allez continuer à faire de la productivité américaine, mais payer vos produits plus chers. On a voulu gagner en pouvoir d'achat, on a gagné 30 ans, ça nous a donné quelques crises dont on subit les conséquences aujourd'hui. On aurait pu éduquer les sociétés, finalement. Alors, est-ce que c'est plutôt cette question du prix qu'on accorde au temps dans nos sociétés, avec l'accélération de tout ce qu'on a qui nous amène à switcher assez rapidement? Et donc, quelle est la réaction lorsque, justement, ces constructions de politique en matière de résilience n'appelle pas de dictature de l'urgence, comme on le dit, mais amène à gérer la patience. Merci pour cette belle table ronde sur la résilience qui est la crise ou les crises. Une urgence à gérer le repas, c'est voilà, ça? Une urgence. Donc on vous convie, et je vais laisser peut-être la parole à Philippe qui quand même est l'organisateur des EIT pour vous donner les indications pour cette sustentation. Voilà, donc merci à tous. Il est 13h05. Le cocktail, on est sous format de cocktail déjeunatoire, donc on sera debout et on pourra continuer les discussions. Se font dans le même endroit où vous avez pris la pause tout à l'heure. Nous reprenons, alors nous allons faire un cocktail déjeunatoire rapide, pas trop quand même, pour vous laisser le temps de digérer, mais nous reprenons à 14h précise cet après-midi dans cette salle. À tout de suite.